Le 16 avril 1945, à 7h27 du matin, le silence précédant l'orage s'installe sur le pont de l'USS Lafay. Le radar vient de détecter une formation massive approchant à grande vitesse. Le quartier-maître Tom Fern, posté à la vigie, scrute l'horizon avec ses jumelles. Ce qu'il aperçoit lui glace le sang, non pas une escadrille, mais une nuée entière d'avions japonais fonçant droit sur son navire. Dans quelques instants, l'USS Lafay, un destroyer de classe Allen M. Sumner mesurant 114 mètres de long, va affronter l'impossible. Durant les 80 minutes qui suivront, 22 avions kamikazes se jetteront sur lui dans une tentative désespérée de l'envoyer par le fond. Ce silence matinal marque le début de l'une des batailles navales les plus féroces de toute la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre l'ampleur du cauchemar qui s'abat sur l'équipage de l'USS Lafay, il faut remonter au contexte d'avril 1945. La guerre du Pacifique touche à sa fin, mais le Japon refuse de capituler. L'opération Iceberg, l'invasion d'Okinawa, est en cours depuis le 1er avril. Les forces américaines se heurtent à une résistance acharnée, et l'Empire du Soleil levant déploie son arme la plus redoutable, les Tokubetsu Kogekitai, les unités d'attaque spéciales plus connues sous le nom de kamikazes. Ces pilotes volontaires, souvent très jeunes, ont reçu l'ordre de transformer leurs avions en bombes vivantes. Leur mission est simple et terrifiante, percuter les navires américains quoi qu'il en coûte. Les statistiques de mars et avril 1945 révèlent une vérité alarmante. Les kamikazes ont déjà coulé 34 navires américains et en ont endommagé 368 autres. Le taux de réussite de ces attaques suicides atteint près de 14%. Un chiffre catastrophique comparé aux bombardements conventionnels qui ne dépassent guère 1% d'efficacité. Face à cette menace sans précédent, les destroyers américains positionnés en piquet radar autour d'Okinawa sont particulièrement vulnérables. Isolés, loin du gros de la flotte, ils servent de sentinelles avancées, détectant les formations ennemies et les interceptant avant qu'elles n'atteignent les navires de transport et les porte-avions. L'USS Lafay, affectée à la station de piquet radar numéro 1, se trouve ainsi en première ligne, seule face à l'océan et au ciel chargé de menaces. Le commandant Frederick Julian Beckton, vétéran de 43 ans à la tête de l'USS Lafay, connaît les risques. Il a survécu au naufrage de l'USS Aaron Ward lors d'une attaque kamikaze quelques jours plus tôt. Il sait que les chances de survie sont minces quand un destroyer isolé affronte une attaque massive. Pourtant, ce matin du 16 avril, il n'a pas le choix. Son navire doit tenir sa position. À 7h30, le radar confirme l'approche. Plus de 50 bogies, des contacts non identifiés, convergent vers sa position. Beckton ordonne immédiatement le branle-bas de combat. Les 336 hommes d'équipage se précipitent à leur poste. Les canons anti-aériens de 40 mm et 20 mm sont armés, les servants vérifient leurs munitions. Le navire accélère à pleine puissance, traçant des zigzags serrés pour compliquer la tâche des pilotes ennemis. La tension est palpable. Chacun sait que les prochaines minutes décideront s'ils reverront un jour leur famille. À 7h42, le premier kamikaze plonge. C'est un Mitsubishi A6M0, l'avion emblématique de la marine japonaise. Il descend en piqué à 450 km/h, son moteur hurlant dans l'air. Les canons de 20 mm de l'USS Lafay ouvrent le feu, traçant des lignes rouges dans le ciel. Les obus perçant le fuselage, mais l'avion continue sa course. À 50 mètres du pont, une salve de 40 mm le touche de plein fouet. L'explosion projette des débris enflammés qui s'écrasent dans l'océan à tribord. Un cri de soulagement parcourt le navire, mais il est de courte durée. 2 autres zéros apparaissent immédiatement, attaquant simultanément par bâbord et tribord. Le premier est abattu à 100 mètres, le second à 20 mètres seulement. Si près que les marins sentent la chaleur de l'explosion sur leur visage. Dans les minutes qui suivent, l'enfer se déchaîne. Les kamikazes attaquent par vagues de 2, 3, parfois 4 avions à la fois. Le système de défense anti-aérienne de l'USS Lafay, pourtant l'un des plus performants de la flotte américaine, est submergé. 6 canons de 40 mm Bofors et 12 canons de 20 mm Oerlikon crachent des milliers d'obus par minute, créant un rideau de feu autour du navire. Mais les pilotes japonais, formés pour affronter la mort, ne déviennent pas de leur trajectoire. À 7h45,
un Aichi détruit sa vale, franchit la barrière de feu et s'écrase sur l'arrière du navire. L'impact est dévastateur. L'avion, chargé de 250 kg d'explosifs, perce le pont blindé et explose dans la salle des machines arrière. 3 mécaniciens meurent instantanément, vaporisés par la chaleur. Un incendie se déclare, alimenté par les conduites de carburant éventrées. Les dégâts de contrôle se précipitent, tentant d'éteindre les flammes qui menacent de se propager au magasin de munitions. À 7h50, alors que l'équipage lutte contre le feu, un deuxième kamikaze percute la tourelle numéro 3 à l'arrière. L'explosion tue 4 servants et blesse 7 autres. La tourelle est réduite en un amas de métal tordu et fumant. Le navire ralentit, sa vitesse tombant de 32 à 15 nœuds. Le gouvernail répond mal, rendant les manœuvres d'évitement presque impossibles. Mais le commandant Beckton refuse d'abandonner. Il ordonne à ses hommes de continuer à tirer, de ne jamais cesser le feu. Sur le pont, le chaos règne. Les blessés sont évacués vers l'infirmerie improvisée. Les morts alignés à l'abri des superstructures. Les servants remplacent leurs camarades tombés, prenant les commandes des canons encore opérationnels. L'air est saturé de fumée âcre, de poudre brûlée, d'huile et de chair carbonisée. À 800, l'attaque atteint son paroxysme. 5 kamikazes plongent simultanément, convergeant de tous les côtés. Les canons de 20 pétilimètres abattent le premier à 150 mètres, le second à 80 mètres. Le troisième percute le mât de misaine, son aile sectionnant les antennes radar et précipitant l'avion dans l'océan. Le quatrième est touché, mais continue sa trajectoire, s'écrasant sur la proue. L'explosion ouvre une brèche de 3 mètres dans la coque, l'eau s'engouffrant dans les compartiments avant. Le cinquième, un Yokosuka D4Y Judy, évite miraculeusement tous les tirs et frappe la passerelle. L'impact tue le timonier et blesse grièvement le commandant Beckton, qui refuse néanmoins d'être évacué. Du sang coulant de son front, il continue de donner ses ordres d'une voix ferme, maintenant le moral de son équipage par sa seule présence. Les minutes s'égrènent dans une succession d'horreur et de bravoure. À 8h15, un kamikaze s'écrase sur le canon de 40 mm tribord, tuant tous les servants. À 8h22, un autre percute la cheminée, provoquant une explosion qui projette des éclats de métal sur tout le pont. À 8h30, l'USS Lafay a déjà encaissé 6 impacts directs de kamikazes et 4 bombes larguées par des avions conventionnels. 31 hommes sont morts, 72 sont blessés. Le navire gîte de 15 degrés sur bâbord, prenant l'eau par 3 brèches majeures. Les systèmes électriques sont endommagés, les communications internes coupées. Certains compartiments sont noyés, d'autres en feu. Les équipes de réparation travaillent dans des conditions infernales, luttant contre l'eau glacée et les flammes simultanément. Pourtant, l'USS Lafay refuse de couler. Ses pompes fonctionnent à pleine capacité, évacuant des milliers de litres d'eau par minute. Les cloisons étanches, fermées dès le début de l'attaque, contiennent les inondations. Les équipes de dégâts de contrôle, formées selon les leçons durement apprises depuis Pearl Harbor, colmatent les brèches avec des matelas, des planches, tout ce qu'elles trouvent. Sur le pont, les servants continuent de tirer. Leurs uniformes sont trempés de sueur, de sang et d'eau de mer. Leurs mains sont brûlées par les canons surchauffés. Certains pleurent, d'autres hurlent de rage. Mais aucun ne fuit. Ils ont conscience de vivre un moment hors du temps, où leur survie dépend uniquement de leur détermination collective. À 8h45, après 78 minutes d'attaque ininterrompue, le ciel se vide, enfin. Les derniers kamikazes ont été abattus ou se sont écrasés dans l'océan, leurs munitions épuisées. Un silence irréel s'installe, rompu seulement par le crépitement des incendies et les gémissements des blessés. L'équipage, hébété, peine à réaliser que c'est terminé. Le commandant Beckton fait le tour du navire en chancelant, constatant l'ampleur des dégâts. L'USS Lafay ressemble à une épave flottante. Sa superstructure est criblée d'impacts, ses canons tordus, ses ponts jonchés de débris et de corps. Mais il flotte. Contre toute attente, contre toute logique, il flotte encore. Les statistiques de cette bataille défient l'entendement. En 80 minutes, l'USS Lafay a affronté 22 attaques kamikazes distinctes. Il a abattu 9 avions, en a endommagé plusieurs autres. 6 kamikazes l'ont percuté directement, 4 bombes l'ont touché.
31 marins ont péri. 72 ont été blessés, soit près d'un tiers de l'équipage. Le navire a subi 255 impacts d'obus et de débris divers. Ses systèmes de propulsion, de navigation, de communication et d'armement ont tous été endommagés à des degrés variables. Pourtant, il n'a pas coulé. Cette résistance extraordinaire lui vaudra le surnom de « The Ship That Would Not Die », le navire qui refusait de mourir. Pour comprendre cette survie miraculeuse, il faut examiner plusieurs facteurs qui se sont conjugués ce jour-là. Le premier est la conception même du Destroyer Class Allen M. Sumner. Construit en 1944 selon les leçons des premières années de guerre, il bénéficiait d'une compartimentation interne, renforcée, de cloisons étanches plus nombreuses et d'un système de contrôle des avaries particulièrement sophistiqué. Contrairement aux destroyers plus anciens, où une seule brèche pouvait condamner le navire, le Lafay pouvait encaisser plusieurs impacts sans perdre sa flottabilité. Les ingénieurs navals américains avaient analysé chaque naufrage, chaque échec, pour créer un navire capable de survivre à l'impensable. Le second facteur est la formation de l'équipage. En 1945, la marine américaine avait perfectionné ses procédures de contrôle des avaries. Chaque marin connaissait son rôle exact en cas d'urgence. Les exercices répétés, parfois moqués par les novices, avaient gravé les réflexes dans la mémoire musculaire. Quand le chaos s'est déchaîné, ces hommes ont agi avec une précision presque mécanique, colmatant, éteignant, pompant, sans panique. Le lieutenant Frank Manson, responsable des dégâts de contrôle, a dirigé ses équipes avec un sang-froid remarquable, priorisant les réparations les plus critiques et abandonnant temporairement les zones moins vitales. Cette discipline, fruit de mois d'entraînement, a fait la différence entre la survie et le naufrage. Le troisième facteur, souvent négligé, est psychologique. Le commandant Beckton, malgré ses blessures, n'a jamais envisagé de donner l'ordre d'abandonner le navire. Sa présence sur la passerelle, visible de tous, a maintenu la cohésion de l'équipage. Les marins ont puisé leur courage dans le sien, quand un jeune servant de 19 ans, le matelot James Townsley, a vu son meilleur ami déchiqueté par un éclat d'obus. Il a pleuré 30 secondes puis est retourné à son canon. Quand le mécanicien en chef Owen Rader a constaté que la salle des machines avant était en feu, il y est entré malgré la température de plus de 60 degrés, a rétabli l'alimentation électrique, puis est ressorti avec des brûlures au 3e degré sur 40% du corps. Ces actes de bravoure, multipliés par dizaines, ont permis au navire de continuer à flotter alors que rationnellement, il aurait dû sombrer. À 9 ans, des renforts arrivent enfin. Le destroyer USS Macomb et plusieurs chasseurs corsaires F-4U de l'US Marine Corps apparaissent à l'horizon. Ils escortent l'USS Lafay claudiquant vers une zone plus sûre. Les aviateurs, survolant l'épave fumante, peinent à croire qu'un navire dans cet état puisse encore naviguer. Certains pilotes rapporteront plus tard avoir pensé qu'il s'agissait d'un navire abandonné dérivant vers le fond. Mais à 10h30, l'USS Lafay jette l'ancre dans la rade de Keramaretto, base avancée américaine, au large d'Okinawa. Les équipes de sauvetage montent à bord et découvrent un spectacle de désolation. Le pont est jonché de débris, les superstructures effondrées, les canons tordus pointant vers le ciel dans des angles impossibles. Mais l'équipage, debout malgré l'épuisement, salue l'arrivée des secours avec un mélange de soulagement et de fierté. Les jours suivants révèlent l'ampleur de la tâche. Les ingénieurs estiment que les réparations nécessiteront plusieurs mois. L'USS Lafay est finalement remorqué jusqu'à la base navale de Puget Sound, dans l'État de Washington, où il arrive en juin 1945. Les travaux de remise en état durent jusqu'en août, date à laquelle le Japon capitule. Le navire, dont la carrière semblait terminée après le 16 avril, ne reprendra jamais le combat. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Après la guerre, l'USS Lafay reste en service actif jusqu'en 1975, participant à la guerre de Corée et servant de navire d'entraînement. En 1981, il est transformé en navire-musée et amarré à Patriots Point, en Caroline du Sud, où il demeure aujourd'hui, témoignage vivant de cette journée extraordinaire. L'histoire de l'USS Lafay a profondément marqué la marine américaine. Elle est devenue un cas d'école, étudié dans toutes les académies navales. Les tactiques de défense anti-aérienne,
les procédures de contrôle des avaries, la gestion psychologique de l'équipage sous stress extrême, tout a été analysé, disséqué, enseigné. Les leçons apprises ce jour-là ont été intégrées dans la conception des navires suivants, dans la formation des marins, dans la doctrine même de la guerre navale. Le sacrifice des 31 hommes tombés ce matin d'avril a permis de sauver des milliers de vies dans les conflits ultérieurs. Mais au-delà des considérations tactiques et techniques, l'histoire de l'USS Lafay est avant tout humaine. C'est l'histoire d'hommes ordinaires, cuisiniers, mécaniciens, servants de canon, âgés de 18 à 45 ans, confrontés à l'inconcevable. Aucun n'était préparé psychologiquement à affronter 22 attaques suicides en moins de 2 heures. Aucun n'avait signé pour vivre l'enfer sur une coque d'acier au milieu de l'océan. Pourtant, quand le moment est venu, ils ont tenu. Ils ont tenu par devoir, par camaraderie, par refus de trahir la confiance de celui qui se battait à côté d'eux. Ils ont tenu parce qu'abandonner signifiait condamner leurs frères d'armes. Le matelot de première classe Harry Foutrides, servant de canon de 20 pieds près, a raconté plus tard « Je ne pensais pas à la guerre, ni au Japon, ni à l'Amérique. Je pensais à Tommy, à ma gauche, et à Frank, à ma droite. Tant qu'ils tiraient, je tirais. Si j'avais arrêté, j'aurais eu l'impression de les abandonner. C'est aussi simple que ça. » Cette simplicité apparente masque une vérité profonde sur la nature du courage. Dans les moments extrêmes, les grandes idéologies s'effacent. Il ne reste que l'homme à côté de vous et la volonté de ne pas le laisser tomber. 79 ans après cette bataille, les survivants de l'USS Lafay se sont réunis chaque année pour commémorer le 16 avril 1945. Leur nombre a diminué avec le temps. Le dernier vétéran, Robert Carr, est décédé en 2019 à l'âge de 95 ans. Jusqu'à la fin, il a porté sur sa poitrine les médailles gagnées ce jour-là, mais il parlait rarement de ce qu'il avait vécu. Quand on lui demandait comment il avait survécu, il répondait invariablement « J'ai eu de la chance. 31 de mes camarades n'en ont pas eu. Ce sont eux les héros, pas moi. » Cette modestie caractérise presque tous les survivants. Ils refusent le terme de héros, préférant parler de devoirs accomplis, de circonstances exceptionnelles, de chance. Pourtant, leur histoire mérite d'être racontée, non pas pour glorifier la guerre, mais pour rappeler de quoi l'esprit humain est capable face à l'adversité absolue. L'USS Lafay n'aurait pas dû survivre au 16 avril 1945. Les statistiques, la logique, la physique même suggéraient qu'un destroyer isolé affrontant 22 kamikazes était condamné. 90% des navires dans cette situation ont coulé. Mais l'USS Lafay appartenait aux 10% restants, ces exceptions qui défient les probabilités et forcent à réécrire les règles. Le navire qui refusa de couler est devenu une légende, un symbole de résilience qui dépasse le cadre militaire. Quand les entreprises enseignent la gestion de crise, quand les psychologues étudient la résistance au stress, quand les ingénieurs conçoivent des systèmes redondants, l'histoire de l'USS Lafay est souvent citée en exemple. Car ce jour d'avril 1945, dans les eaux au large d'Okinawa, 336 hommes ont prouvé qu'aucune situation n'est désespérée tant qu'il reste une volonté de se battre. Ils ont prouvé que la technologie seule ne gagne pas les guerres, que la bravoure individuelle peut compenser l'infériorité numérique, que l'esprit humain refuse parfois de se plier aux lois de la probabilité. Aujourd'hui, amarré à Charleston, l'USS Lafay accueille des milliers de visiteurs chaque année. On peut marcher sur ses ponts réparés, toucher ses canons silencieux, descendre dans ses coursives où l'écho des explosions semble encore résonner. Des plaques commémoratives portent les noms des 31 morts, âgés de 18 à 42 ans. Des photos jaunies montrent leurs visages souriants, prises avant le 16 avril, quand ils ignoraient encore ce que le destin leur réservait. Ces jeunes hommes, cuisiniers, mécaniciens, servants de canon, sont morts pour permettre à leurs camarades de vivre, pour maintenir leur navire à flot quelques minutes de plus, pour gagner le temps nécessaire à la victoire collective. L'histoire de l'USS Lafay nous rappelle que les grandes batailles ne sont pas toujours décidées par les généraux et les stratèges. Parfois, elles se jouent sur le pont d'un destroyer isolé, dans le fracas assourdissant des canons, dans la fumée âcre des incendies, dans le regard d'un marin de 19 ans qui choisit de rester à son poste alors que chaque seconde pourrait être la dernière. Ces moments,
fugaces et terribles, définissent le cours de l'histoire autant que les grandes conférences diplomatiques. Le navire qui refusa de couler nous enseigne que la détermination humaine reste, aujourd'hui comme en 1945, l'arme la plus puissante de toutes.